Bonjour Pascal Roche. Bonjour. Pascal Roche, votre invité est un ancien cadre de la Camif, Thierry Weber. Il est l'auteur du Défi inachevé. C'est un livre dans lequel il revient sur le désastre économique de la Camif. Oui, tous les auditeurs de France Bleu Poitou se souviennent de ce jour d'octobre 2008 et de cette décision du tribunal de commerce de New York que nous avions relayée à l'époque. La Camif est liquidée, c'est terminé, c'est fini. 1 millier d'emplois se retrouvent sur le carreau. C'est brutal, c'est douloureux. Certains employés d'ailleurs n'ont toujours pas retrouvé de travail. C'est une catastrophe économique pour tout le bassin niortais. Bonjour Thierry Weber. Bonjour. Cette catastrophe aurait-elle pu être évitée ? Écoutez, à mon sens, oui, puisque j'ai passé 1 an à étudier, à essayer de comprendre ce qui s'était passé, surtout durant les dernières 20 dernières années, pardon. Et je suis arrivé effectivement à cette conclusion. Ça aurait pu être évité. On aurait pu éviter la catastrophe. À quel moment intervient la mauvaise décision ou les mauvaises décisions qui précipitent la chute ? Je crois que le point de départ se situe au début des années 90. Il y a déjà une grande tendance un peu sournoise, un peu insidieuse, qui vise à banaliser la Camif, consciemment ou inconsciemment. Donc, et cette tendance, on va la retrouver durant les 20 dernières années, jusqu'en 2008 en fin de compte. Et puis, à mon sens, il y a une autre décision clé, qui est celle de 98, lorsque le président annonce, à grand renfort de communication, que la Camif vise à multiplier par 2 son chiffre d'affaires en 3 ans. Et pourquoi cette décision est aberrante selon vous ? Qu'un président, qu'un patron de boîte finalement rêve de multiplier par 2 son chiffre d'affaires, ça a rien d'anormal. Oui, a priori pour quelqu'un qui ne connaît rien en économie comme moi. Écoutez, il faut quand même savoir raison garder, parce que multiplier par 2 un chiffre d'affaires en 3 ans, à l'époque, je vous rappelle que la Camif c'était 5 milliards de francs de chiffre d'affaires, donc à peu près 800 millions d'euros. La multiplier par 2, ce chiffre d'affaires en 3 ans, c'est énorme. Et surtout, ça va impliquer des décisions opérationnelles qui vont emmener la coopérative dans une spirale infernale. Donc on est vraiment sur des mauvais choix stratégiques parce que, vu de loin, et là je pense aux gros titres de la presse parisienne, et vous vous en souvenez peut-être aussi, on considère au moment de la liquidation de la Camif que la coopérative est finalement une des premières victimes de la crise économique qui s'installe à l'automne 2008. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Vous dites c'est pas la crise qui a tué la Camif ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il y a eu un ensemble de phénomènes, dus à des décisions effectivement stratégiques et opérationnelles qui ont emmené la Camif dans le gouffre. Mais la crise, c'est vrai que ça a été un peu plus difficile, mais il y a plein de stigmates qui, en fin de compte, montrent que à partir d'un moment, la Camif allait dans l'abîme. Pourquoi ? Parce que l'esprit coopératif fout le camp ? C'est ça, parce qu'on va rappeler, la Camif, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas l'histoire de cette entreprise, c'est une coopérative avec toutes les valeurs qu'il y a derrière. Et c'est ça qui s'en va au bout d'un moment, qu'on retrouve pas. C'est ce que je vous disais il y a quelques instants. À partir du début des années 90, l'ensemble de la direction donne l'impression effectivement de banaliser, d'éloigner la Camif de son modèle et de ses valeurs fondatrices. Et donc, ça, c'est quelque chose une tendance qu'on va retrouver pendant 20 ans. Jusqu'en 2008. Et quand vous dites banaliser, pour qu'on comprenne bien, c'est que à ce moment-là, la direction essaie de ressembler à toutes les autres entreprises de vente par correspondance, c'est ça ? C'est exactement ça. Donnez des noms, c'est exactement ça. Je vais vous donner un exemple. En 89-90, la direction générale décide pour les catalogues, les gros catalogues généraux, de ramener les pages textiles en tête de catalogue alors qu'elles étaient en fin de catalogue. Et ça fait positionner la Camif vis-à-vis de la Redoute et des Trois Suisses, alors que c'était pas du tout son positionnement. Le positionnement de la Camif historique, c'est l'équipement de la maison et du foyer.
Et donc là, je dirais mettre le textile en tête de catalogue, ça signifie se positionner face aux deux VP6, alors aux deux grands VP6, alors qu'en fin de compte, les concurrents de la Camif, c'était Darty, la Fnac, Conforama, etc. Et non pas les VP6, c'est-à-dire les entreprises de vente par correspondance que sont la Redoute ou les Trois Suisses. Et ça, cette erreur-là, personne au bout d'un moment dans le staff de la direction, personne dit stop, on fait fausse route. Personne n'ose contester. Écoutez, il y a eu un certain nombre de voix, mais il faut le replacer dans le contexte. Et j'illustrerai mon propos par les interviews, puisque j'ai réalisé près de 150 interviews en 2009, qui constituent une des bases du livre. Et un certain nombre de cadres m'ont dit on n'a pas joué notre rôle d'alerte. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Parce que on était dans un certain confort, avec des conditions salariales et de travail relativement supérieures à ce qu'on trouvait dans le bassin niortais. Et que on était bien là-dedans finalement. On était bien, on y était bien, et que les premiers effectivement qui ont commencé à contester, à faire remarquer un certain nombre de dysfonctionnements sur le plan stratégique, ont été remerciés. Ouais. Est-ce que les syndicats ont joué un rôle dans ce feuilleton ? Ça, c'est un point là aussi qui n'a pas arrangé les choses. Écoutez, c'est un point délicat. Et c'est ce que j'aborde ce sujet-là dans le livre, mais je ne fais que poser une question. Je pose la question sous la forme suivante. Était-il plus pertinent pour les syndicats de poursuivre la défense de l'emploi plutôt que de viser la pérennité de l'entreprise? C'est-à-dire, valait-il mieux, n'était-il pas préférable d'accepter de couper une jambe pour permettre gangréner, pour permettre aux malades de rester en vie? Oui, vous posez la question, vous n'apportez pas la réponse, vous prenez pas de risque. C'est pas que je prenne pas de risque, mais parce qu'il y a un peu de réponse dans la question. On devine ça. Oui, on peut. Est-ce que, comme on dit rapidement, Thierry Weber, certains s'en sont mis plein les poches dans cette saga Camif? Je ne pense pas, si vous voulez. Je ne pense pas. Il n'y a pas eu des exactions sur ce plan-là. Simplement, je rappelle la façon dont j'ai classé. Donc j'ai découpé les 60 ans d'histoire Camif. La première période de 47 à 77, c'est la période des pionniers militants. La deuxième période, c'est 77-88, c'est la professionnalisation. Et la dernière période de 89-90 jusqu'en 2008, c'est la période des mercenaires. Thierry Weber, le défi inachevé, c'est le titre de votre livre aux éditions Velours, un ouvrage qu'on recommande, ça fait partie de l'histoire économique du Poitou-Charentes. Merci d'être venu dans les studios de France Bleu Poitou. Bonne journée. Merci à vous. Merci messieurs, l'invité de France Bleu Poitou est à écouter ou à réécouter sur bleupoitou.com.